Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Pierre Donnet à Ottawa. Bienvenue à Revue politique, édition du mardi 14 février. Ce soir, à l'émission, on aborde une question difficile à trancher. Où s'arrête la liberté d'expression? Une motion aux communes sur l'islamophobie nous conduit à cette réflexion. Aux communes demain, la motion 103 qui condamne l'islamophobie sera débattue. Et le sujet ne fait pas l'unanimité. Plusieurs députés croient importante que la question des préjugés et de la discrimination contre les musulmans fasse l'objet d'études. D'autres, au contraire, croient que la motion viendrait limiter la liberté d'expression. Mon invité à Montréal, Pierre Trudel, bonjour. Bonjour. À la lecture de cette motion, est-ce que vous y voyez un danger ou un potentiel à ce qu'on limite la liberté d'expression? Bien, évidemment, la motion, essentiellement, invite à condamner ce qui est généralement jugé comme détestable par un grand nombre de nos concitoyens. Évidemment, le danger de pareille motion, c'est qu'on utilise des termes qui risquent de faire double emploi. Par exemple, ou au contraire, des termes qui sont extrêmement ambigus et qui peuvent avoir un sens très contrasté selon les points de vue, selon les groupes, selon les personnes. La motion condamne toute forme de racisme, ça c'est très bien, et il n'y a pas beaucoup de gens qui vont être en désaccord avec ça. Par contre, lorsqu'on entre dans des questions comme des expressions comme l'islamophobie, là il peut y avoir un certain nombre de controverses parce que on ne s'entend pas sur la signification du terme. Dans une conception très limitée, c'est la haine contre les personnes qui professent la religion musulmane ou l'islam. Et là, la haine, elle est déjà prévue, elle est déjà réprimée par les lois canadiennes. Et à ce moment-là, la motion ne viendrait finalement que réitérer ce qui est déjà de toute façon interdit et relativement bien encadré. S'il s'agit d'aller plus loin, alors là, il faut se poser la question, quel type de mesures peut-on envisager? Et là, effectivement, on peut voir poindre les craintes, que des mesures qu'on pourrait vouloir envisager sous cette bannière puissent porter atteinte à la liberté d'expression, oui. Donc, ça ressemble étrangement à ce qui s'est vécu à Québec avec le projet de loi 59, la lutte à des discours haineux, où on n'arrivait pas à s'entendre sur qu'est-ce qu'un discours haineux. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. La seule définition, à mon avis, qui fait autorité sur le discours haineux, c'est celle qui a été donnée par la Cour suprême du Canada il y a quelques années. C'est-à-dire un discours qui incite une personne raisonnable à haïr, à détester les membres d'un groupe qui sont visés par un discours ou par un propos. Et ça, c'est déjà couvert. Il y a déjà, entre autres, la législation canadienne sur la propagande haineuse qui couvre déjà de façon très complète ce type de comportement, qui est un comportement que la Cour suprême du Canada n'a pas eu d'hésitation à condamner, à dire, ben ça, ce type de propos là, qui soulève la haine chez une personne raisonnable à l'égard des gens qui sont visés, ben ça, c'est normal, c'est tout à fait légitime de limiter ça. Mais lorsqu'on essaie d'étendre ça à d'autres types de discours, des discours qui sont détestables, des discours qui sont critiques à l'égard, par exemple, d'une religion, à l'égard d'une pratique religieuse ou de comportements que l'on prête à tort ou à raison à des personnes qui appartiennent à une religion. Alors là, on tombe dans quelque chose de beaucoup plus difficile à définir. Et là, effectivement, il y a un risque réel d'avoir une législation ou d'avoir des mesures qui pourraient avoir un effet réfrigérant, un effet inhibiteur sur des discours par ailleurs parfaitement légitimes.
Et ça, la Cour suprême du Canada a mis en garde contre ce type de dérive. Et c'est une des dérives, un des reproches que l'on faisait, en effet, comme vous l'avez souligné, au projet de loi 59, qui a été devant le Parlement du Québec pendant quelques mois et qui a finalement été retiré, du moins sur cet aspect-là, parce que justement, on ne s'entend pas sur la portée de ces dispositions qui visent à combattre, par exemple, l'islamophobie. Alors, pour certains, l'islamophobie, c'est toute critique que l'on trouve un petit peu sévère à l'égard de l'islam. Pour d'autres, c'est le fait de remettre en question les droits qui résultent de la liberté de religion. Alors, ce sont tous des discours permis, c'est des discours qu'on peut trouver détestables, qu'on peut trouver contestables, mais ils sont permis au nom de la liberté d'expression au Canada. Et des mesures qui viendraient empêcher ce type de discours ou qui viendraient les rendre plus risqués, ben, ça pose de réels problèmes au regard de la liberté d'expression. Et en terminant, j'imagine qu'on vous a posé mille et une fois cette question-là, mais où on met la ligne entre la liberté d'expression et l'atteinte à cette liberté? Ben, c'est-à-dire que au Canada, on ne peut porter atteinte à la liberté d'expression que par des règles de droit, par des lois, et non pas par n'importe quelle sorte de mesure. Donc, l'État, lorsqu'il veut porter atteinte à la liberté d'expression, lorsqu'il veut baliser la liberté d'expression, il doit nécessairement passer par le truchement de la loi. Et les lois ne peuvent imposer que des limites qui sont raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans une société démocratique. Et donc, à chaque fois que l'on envisage une mesure pour limiter le discours qui soit relatif à une religion ou à une pratique religieuse ou à n'importe quel autre sujet, bien, il ne faut jamais perdre de vue la nécessité de se demander si on pourrait convaincre un tribunal, donc des personnes raisonnables, des personnes qualifiées, que c'est une limite raisonnable dans une société libre et démocratique. Ça, c'est l'élément fondamental. Et c'est là, je pense, que se situe la limite. La liberté d'expression, elle n'est pas sans limite. Vous avez raison de le signaler, de le souligner, de le rappeler. Mais cette limite, ben, c'est est-ce qu'on a des mesures qui sont raisonnables dans une société démocratique? Alors, jusqu'à maintenant, dans les sociétés démocratiques, on considère qu'il faut endurer le discours critique, le discours parfois déplaisant, et se limiter et utiliser les ressources de l'État pour punir le discours qui est véritablement de nature à propager la haine, la détestation contre les membres d'un groupe. Donc, une ligne difficile à tracer. Toujours difficile à tracer parce qu'on est dans le domaine du langage, de la signification, du sens. C'est vrai que c'est toujours une tâche très difficile de tracer cette ligne. Et c'est précisément pour ça que, en général, on va considérer que c'est dans les cas très clairs que l'on peut punir le discours. En cas de doute, il vaut mieux laisser libre cours au discours, même s'il nous paraît déplaisant ou carrément disgracieux. Pierre Trudel, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bonne journée. Aujourd'hui, aux communes, les députés ont été appelés à voter sur la motion du NPD qui demandait aux libéraux de s'excuser pour avoir abandonné la réforme du mode de scrutin. Sans surprise, les libéraux ont défait la motion des néo-démocrates. Et allons au foyer de la Chambre pour notre panel de parlementaires. Mes invités ce soir, Marc Miller, Luc Berthold, François Choquette et également Gabriel Sainte-Marie. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir, M. Donnet. Je commence avec vous, M. Choquette. Vous n'êtes pas trop surpris que votre motion au NPD a été battue? Bien, on est quand même choqués. On veut dire que c'est une promesse que le premier ministre Justin Trudeau a répétée ad nauseam plusieurs fois. Et les Canadiens l'ont cru. Les Canadiens et les Canadiennes ont cru que M. Trudeau allait tenir sa promesse. En fait, c'est une promesse, on s'attend à ce qu'il la tienne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, les gens sont plus que choqués. Ils considèrent ça comme une trahison. Il y a 115 000 personnes après qui ont décidé de voter, qui ont décidé de signer une pétition électronique. C'est du jamais vu au Canada depuis que les pétitions électroniques existent. Et ça explique pourquoi les gens sont déçus. Et puis ce que les jeunes disent aussi, c'est surtout nos jeunes qu'on est préoccupés. On veut une réforme électorale pour justement s'assurer que les jeunes puissent avoir une voix aussi dans le système démocratique. Et là, les jeunes disent, ça augmente le cynisme. Je ne sais pas si je vais aller voter à la prochaine élection. Et ça, c'est choquant. Et on s'attendrait au moins un minimum
après avoir fait une trahison comme celle-là, après avoir renié une promesse si forte, que le premier ministre s'excuserait. Mais non, il donne la faute à gauche, à droite, on ne sait plus c'est qui la faute de qui. Il dit qu'il n'y avait pas de consensus. 90 des experts, 80 de la population qui a été consultée ont dit qu'ils voulaient un scrutin proportionnel. Alors, c'est une déception totale. Monsieur Sainte-Marie, je veux également vous entendre sur cette question. Bien d'accord avec M. Choquette là-dessus. Il y a eu aussi les travaux du comité. Il y a eu un rapport qui disait, oui, allons-y avec la proportionnelle. C'est un engagement du Parti libéral. Il se retrouve au pouvoir. Il se rend compte que le système actuel le sert mieux qu'une éventuelle proportionnelle. Il dit, ah, c'était nos valeurs, mais là, il y a le pouvoir aussi. On recule là-dessus, puis là, on ne s'excuse même pas. C'est navrant. M. Berthold? Écoutez, il nous a fait bien faire rire aujourd'hui, M. Trudeau, dans une des réponses, quand il a dit que, qu'importe l'endroit où il disait toujours la même chose. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que le moment est différent, par exemple. En campagne électorale et après, c'est complètement deux discours complètement différents. On a aussi appuyé la motion du NPD aujourd'hui parce qu'effectivement, M. Trudeau avait fait des promesses. Nous, depuis le début, on sollicitait un référendum. Il était arrivé à un consensus pour qu'on tienne un référendum. Et on aurait pu, si dès le départ, le gouvernement s'était engagé à tenir un référendum sur la question de la réforme électorale, on aurait pu s'engager et vraiment participer aux délibérations. Mais pour nous, c'était une condition sine qua non. Et malgré qu'on a réussi à obtenir un consensus des partis de l'opposition, un consensus au niveau du comité, le gouvernement est revenu sur cette parole-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que définitivement, ça n'allait pas l'avantager. Et ce qui n'avantage pas les libéraux n'est pas bon. On le voit depuis le début de ce gouvernement-là. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour les libéraux, c'est pas bon pour les Canadiens. C'est ça le double discours de M. Trudeau. En campagne électorale, tout est bon, toute amélioration est bonne pour les Canadiens, mais après une campagne électorale, c'est toute amélioration qui n'est pas bonne pour les libéraux n'est pas bonne pour les Canadiens. C'est ce qu'on a senti aujourd'hui. Alors, M. Miller, vous avez remarqué, j'ai laissé vos collègues parler. Puis là, je veux que vous leur répondiez par rapport à ce que vous avez entendu. On attend sa réponse. D'abord, j'aimerais souhaiter à mes amis une joyeuse Saint-Valentin. Je reconnais qu'ils voient rouge un peu, c'est peut-être pour ça. Manifestement, ils sont toujours en campagne électorale, tandis qu'on essaie de gouverner. C'est clair que la promesse, écoutez, la promesse qui a été faite n'a pas été tenue, mais il faut être responsable dans tout ça. On a tenu une commission bipartisane qui n'en est pas venue, ou multipartisane, qui n'en est pas venue à un consensus. On a consulté les Canadiens. Il n'y a aucun consensus sur la manière de procéder. Et ce qui est clair dans tout ça, et puis rendons au premier ministre qui lui est dû, il aurait pu imposer son mode de scrutin. Il l'a pas fait par respect au Parlement et par respect aux Canadiens. On passe à autre chose, on a d'autres chats fouettés, et puis il était temps qu'on mette ça au lit. Et puis, écoutez, la motion en tant que telle voulait que le premier ministre avait délibérément induit les Canadiens en erreur. C'est faux. On a fait tout notre possible pour essayer d'en venir à un consensus. Ça n'est pas là. Il est temps de passer à autre chose. Et moi, je veux passer à un autre sujet. La motion 103, qui va être débattue demain et qui vise à condamner l'islamophobie. Sauf que ça a l'air que c'est un sujet qui ne crée pas l'unanimité. Alors, je ne sais pas où vous vous logez, chacun d'entre vous. Je vais commencer avec vous, M. Sainte-Marie. Comment vous voyez cette discussion-là demain? Bien, c'est clair que je pense que les communautés musulmanes là, à travers le Québec puis au Canada, on doit leur apporter notre soutien, les soutenir, travailler avec eux main dans la main. Par exemple, la communauté à Joliette, on leur mosquée là, à trois maisons de distance de la mienne. Ils sont bien intégrés, ça fonctionne bien. J'ai des problèmes avec le libellé de la motion. Par exemple, là, on parle de racisme puis d'islamophobie systémique, donc érigée en système. Je pense que la preuve, la démonstration de ça n'a pas été faite. Même, j'aurais de la difficulté à y croire. En tout cas, c'est pas ce que je perçois, malgré les tristes événements, le triste événement récent. Donc, je pense que le libellé, il va faire pas à peu près. Quelques amendements s'imposeraient. M. Berthold, pardon, M. Choquette d'abord.
Bien, je pense qu'on est d'accord avec l'idée en général de la motion. Il faut se pencher sur l'islamophobie et toutes les discriminations en général, d'ailleurs, qu'il peut y avoir au Canada. Dans un climat présentement où la haine semble aller de plus en plus, être de plus en plus, malheureusement, quelque chose de courant, il faut dénoncer tout ce qui peut être de la xénophobie, ce qui aussi est du racisme parfois. Donc, il faut, moi, je pense qu'une étude au comité des patrimoines, du patrimoine, comme c'est demandé, c'est une bonne idée et puis qu'on pourra avoir des recommandations pour améliorer nos façons de faire au Canada. Et j'espère qu'on pourra aller de l'avant avec une bonne étude et des bonnes recommandations qui pourront être mises en place pour améliorer la situation au Canada. Je sais que chez les conservateurs, M. Berthold, il y en a qui ont des réserves à l'endroit de cette motion. Mais on a des réserves. Écoutez, je pense que le Parti conservateur a toujours été un parti qui a défendu la liberté de religion, quelle qu'elle soit, que ce soit pour les musulmans, que ce soit pour tous les autres groupes. Et pour nous, c'est très, très, très important, cette liberté de permettre à chacune de ces communautés-là d'avoir la possibilité, aux musulmans de s'exprimer, d'avoir aux chrétiens de s'exprimer, à tous les groupes. On pense que effectivement, pour eux, c'est important. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on avait mis en place le Bureau de la liberté de la religion, un bureau qui a été coupé, sabordé par le gouvernement libéral. C'est un bureau qui, justement, devait faire la promotion des valeurs canadiennes, des valeurs de liberté partout dans le monde. Et la motion 103, comme c'est le cas dans chacune des motions qui ont un côté social, va être soumise à un vote libre des membres du Parti conservateur. Donc, on va pouvoir voir demain et après-demain quels seront les commentaires de chacun des membres. Mais effectivement, je pense que quand on touche à ce genre de valeurs-là, c'est important que chacun puisse s'exprimer et on va continuer à défendre cette possibilité-là et cette liberté qu'a chacun de s'exprimer et de dire ce qu'il pense. C'est absolument essentiel dans notre démocratie. Alors, votre position là-dessus, M. Miller? Ma position là-dessus est assez nette. La communauté musulmane, c'est une communauté qui est avec nous au Canada depuis plusieurs générations. C'est une communauté qui est fragilisée depuis le 11 septembre 2001 notamment, et puis les événements il y a 2 semaines à Québec. 6 de nos frères sont morts abattus par un xénophobe, par un raciste. Il est temps qu'on dénonce l'islamophobie. Il n'y a pas d'excuse pour ça. Et puis, j'attends à ce que mes collègues appuient la motion. Je reviens à vous, M. Choquette. Aujourd'hui, une de vos collègues, Mme Laverdière, a parlé des droits de la personne, peut-être pas assez bien défendus par M. Trudeau quant aux valeurs canadiennes face aux politiques d'immigration de M. Trump. Pour vous, M. Trudeau, donc, n'est pas allé assez loin? On ne sait pas où il est allé. On n'a aucune information. Alors, les libéraux, aujourd'hui, on les a entendus applaudir très fort le retour de M. Trudeau de sa visite avec M. Trump. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quelles sont les informations qu'on a eues en ce qui concerne le fait que c'est élevé pour justement mentionner les droits de la personne? Est-ce que c'est normal que des Canadiens qui sont rabroués aux frontières présentement américaines, qui se font dire quelle est votre religion, qui se font demander quelles sont vos idées politiques? C'est de la discrimination pure et dure. On vient de parler d'une motion, la motion 103, sur dénoncer l'islamophobie. Mais il faut dénoncer l'islamophobie ici, mais il faut dénoncer l'islamophobie quand on va à l'étranger aussi. Donc, ce qu'on demande à M. Trudeau, au gouvernement libéral, c'est d'avoir une cohérence, c'est d'être constant partout, c'est de dire, oui, quand on va à l'étranger, quand on va voir M. Trump, bien, il faut s'élever, puis lui demander, bien sûr, qu'il respecte les droits de la personne. On ne peut pas avoir un décret comme il a fait, totalement insensé, qui est totalement, qui a des penchants de xénophobie totalement. Quand on prend 7 pays majoritairement musulmans, puis on dit de ces pays-là, on ne laisse plus rentrer personne, eh bien, on est dans une dérive là, qui commence à être faite et on s'attendrait à beaucoup plus de réactions de la part de M. Trudeau et du gouvernement libéral. Et présentement, on est très déçus. M. Miller, surpris de la déception de M. Choquette? Surpris de sa déception, oui, effectivement. Écoutez, il n'a pas vu la télé. C'était un succès sur tous les plans. M. Trudeau est allé, ouais. Il s'est affirmé. M. Trump l'a accueilli. Et puis, clairement, dans le point de presse, il a dit très, très, très clairement
à tout le monde qui écoutait, puis visiblement mes amis qui n'écoutaient pas, qu'il y avait des différences avec l'administration Trump. Mais on se pointe. Ben, vous allez dire la même chose parce que vous avez une cassette à réciter. Mais la réalité, c'est... C'est gratuit. Oui, c'était gratuit. Il s'est pointé en point de presse, il s'est affirmé. Mais écoutez, on ne se rend pas aux États-Unis pour faire la morale à qui que ce soit pour des raisons électoralistes, tout simplement. On va avoir des désaccords d'une façon respectueuse avec notre ami qui est le plus grand partenaire économique du Canada. Il nous reste 10 secondes, M. Berthold. Ah, écoutez, on n'est pas en campagne électorale. 2, j'allais dire justement c'est pas le temps d'aborder ce genre de sujet-là, mais bon, semble-t-il qu'il faut que je change ma cassette. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas abordé vraiment les vrais problèmes des entreprises canadiennes, plutôt que de faire en sorte de dire, de revenir ici puis de dire que maintenant, on attaque puis on baisse les impôts des entreprises. On doit se quitter là-dessus. Mes excuses, M. Sainte-Marie. À la prochaine. Au revoir. Au lendemain de la rencontre Trudeau-Trump, il est approprié de faire un bilan de la mission canadienne à Washington. Mon invité, Raphaël Jacob, bonjour. Bonjour. Plusieurs commentateurs ont commenté la performance du premier ministre canadien comme mission accomplie. Est-ce que vous partagez cet avis? Largement, dans la mesure où, évidemment, d'abord et avant tout, on avait affaire à une visite qui était de nature symbolique. Il n'y a aucun grand traité ou aucune grande entente qui est ressortie de la rencontre d'hier. Mais au niveau de l'image qui a été projetée à la fois aux États-Unis et je vous dirais surtout au Canada, ça a été très réussi. Et ça a été réussi, on l'a beaucoup dit, mais je pense que c'est important de prendre quelques secondes pour le répéter. Ça a été réussi dans un contexte qui était extrêmement difficile, particulièrement pour le premier ministre canadien, parce qu'il était en situation de rattrapage. Les liens, ou je devrais dire le début de relation qu'il y avait eu entre les deux gouvernements est extrêmement tendu, notamment à cause de propos que M. Trudeau avait tenus pendant la campagne électorale américaine. Donc, il y avait déjà une situation de rattrapage. Donc, par rapport à ça, oui, je crois que le premier ministre a bien agi. Et j'ajouterais également que M. Trump, et ça a été assez intéressant de voir ça, a semblé être beaucoup plus discipliné qu'à l'habitude. Il y avait des notes qu'il a respectées presque du début à la fin. Il n'avait pas l'air particulièrement heureux d'être là toujours, mais en même temps, je crois que les deux hommes ont été, encore une fois, très disciplinés et ont projeté une image d'entente et de cordialité, là. Mais iriez-vous jusqu'à dire que c'était scripté? Autrement dit, qu'il y avait un plan et que les gens ne sont pas sortis du plan de match? Absolument. Ça a été scripté, écoutez, de la première à la dernière seconde, sans la moindre exception, là. Et ce qui a été remarquable là-dedans, encore une fois, c'est d'avoir quelque chose d'aussi scripté que ça, avec quelqu'un, en l'occurrence le président Trump, qui a évidemment une réputation d'être tout sauf scripté. Et donc, de réussir à la fois de projeter une image d'unité, de cordialité, de bonne relation, de bonne entente avec le président Trump, c'était déjà un accomplissement en soi pour les représentants du gouvernement canadien. Mais en plus, d'être capable de faire en sorte que le président lui-même s'en tienne au script, à son script, du début à la fin, ça aussi, il y avait pratiquement un accomplissement en soi, là. Au niveau de la presse internationale, de ce que vous avez pu lire aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu des réactions, par exemple, sur l'aspect immigration, où il y a des gens ici au Canada qui ont dit, oui, mais M. Trudeau, il ne s'est pas imposé dans le dossier de l'immigration, disant, bon, on ne s'en va pas là pour faire la leçon aux autres, qu'il y a des gens qui auraient souhaité qu'il soit davantage proactif. De ce que vous avez vu, des gens qui ont commenté, qu'est-ce que vous retenez? Bien, je retiens que c'est vrai ce que vous mentionnez, qu'il y a eu ces critiques-là qui ont été lancées à l'égard du premier ministre. Je dirais en même temps que c'est des critiques qui sont extrêmement faciles à lancer. Parce que quand c'est vous qui êtes dans le siège du premier ministre et qui avez la responsabilité de maintenir des bonnes relations avec le président américain, c'est beaucoup plus, je vous dirais, contraignant au niveau du comportement et au niveau des propos qu'on peut tenir. Et gardons en tête ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire que pendant la campagne présidentielle américaine de l'an dernier, écoutez, le premier ministre Trudeau est allé plus loin que ce que bien des leaders étrangers auraient pu faire et ont fait, c'est-à-dire qu'il s'est rendu à Washington, il a parlé à un groupe de pression qui avait été fondé, dirigé par le directeur de campagne de Hillary Clinton, dans lequel il a attaqué de façon assez évidente M. Trump, qui était à ce moment-là un candidat présidentiel. Donc, au niveau, en guillemets, de se tenir debout devant Donald Trump, Justin Trudeau a fait plus que ce que bien des gens, et je vous dirais, a fait même plus que ce qui aurait probablement été souhaitable pour pour sa propre situation, sa propre position par rapport à l'administration Trump. Et donc, je pense qu'il y a une grosse marge entre la facilité de lancer des attaques quand on est à l'externe et la responsabilité
d'exercer le pouvoir et de faire preuve de leadership en matière de relations internationales avec le plus grand partenaire commercial du Canada une fois qu'on est élu premier ministre. Il y a quand même une grosse marge entre les deux. Et quand on garde ça en perspective, je pense que M. Trudeau a fait à peu près tout ce qui pouvait être fait hier. Et gardons aussi en tête, évidemment, que c'était une première rencontre. Ça ne sera pas la dernière non plus, là. Non, justement, parce que, bon, la première rencontre, on peut dire mission accomplie, mais il y a des étapes qui s'en viennent. Et comment vous les voyez, ces étapes-là? Écoutez, honnêtement, c'est une question à 1 million de dollars ou probablement, comme M. Trump préférait le dire, une question à 1 milliard de dollars. Parce que des prochaines étapes, il risque d'y en avoir, mais à quoi est-ce qu'elles vont ressembler exactement? C'est tellement difficile à prédire avec un type aussi imprévisible que le président Trump. Je pense que ce qu'on sait, ou ce qu'on semble savoir à l'heure actuelle, c'est qu'au courant des prochaines semaines, des prochains mois, ça risque de s'en venir beaucoup plus vite que ce que bien des gens pensent, là, la renégociation, la réouverture de l'ALENA. On a parlé beaucoup de ce dossier-là pendant la campagne, depuis l'inauguration de M. Trump. Je serais très, très, très surpris que ça attende 2 ou 3 ans. Ça risque de venir très, très tôt. De ce qu'on entend, le gouvernement canadien semble être relativement prêt par rapport à ça. Donc, je vous dirais qu'au niveau, je ne sais pas si ça va faire l'objet d'une future rencontre bilatérale entre le premier ministre et le président personnellement. Mais au niveau des relations entre les deux gouvernements, je vous dirais que c'est probablement le plus gros dossier à suivre dans le très, très court terme parce que ce traité-là s'enligne vraiment pour être renégocié rapidement. Ça serait probablement la prochaine grosse chose à suivre. Et j'enchaînerai rapidement en vous mentionnant les questions frontalières. Il y en a été question hier pendant le point de presse conjoint des deux homologues, M. Trump et M. Trudeau. Ça ne sera pas la dernière fois qu'on va en entendre parler, ça c'est sûr et certain. Il n'y a pas eu d'annonce de visite de M. Trump à Ottawa. Qu'est-ce qu'il faut lire de cela? Parce que souvent, on verrait, par exemple, les deux hommes se rencontrer, puis en point de presse annoncer « Et je serai dans 3 mois à Ottawa ». Il n'est rien arrivé. C'est exact. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là, on regarde ça avec une lorgnette, évidemment, canadienne. Mais vous me demandez comment on devrait interpréter ça. Bien, j'aurais le goût de vous sortir un petit peu du contexte canadien, de regarder ça d'une perspective un petit peu plus internationale. Et ce que je veux dire par là, c'est que M. Trump est au pouvoir et président depuis maintenant près d'1 mois, un petit peu moins d'1 mois. Et en 1 mois, en fait, il n'a fait aucune visite officielle à l'international. C'est pas juste qu'il ne s'est pas rendu au Canada, il s'est rendu nulle part ailleurs pour rencontrer des dirigeants étrangers. Et pourtant, des dirigeants étrangers, il en a rencontré plusieurs. Donc oui, il y a eu le premier ministre Trudeau, mais avant ça, il y avait eu M. Abe du Japon, il y avait eu Mme May du Royaume-Uni. Et donc, ce à quoi on assiste, je vous dirais, depuis le 20 janvier dernier, ça ressemble beaucoup à ce à quoi on avait assisté avant le 20 janvier. C'est-à-dire un espèce de processus, je ne voudrais pas d'audition publique à la Apprentice, là, mais ça ressemble beaucoup à ça, dans la mesure où les gens viennent à M. Trump. Avant le 20 janvier, pendant la période de transition, on avait des candidats potentiels pour son cabinet qui défilaient un après l'autre à la Trump Tower, la tour Trump à New York pour rencontrer le président élu. Mais là, ce qu'on a depuis le 20 janvier, depuis l'arrivée au pouvoir formel de M. Trump, c'est un leader étranger après l'autre qui se rend à Washington, qui se rend à la Maison-Blanche pour rencontrer le président. Donc, je vous dirais que d'abord et avant tout, ce que je vois là-dedans, c'est clairement une stratégie d'image de la part de la Maison-Blanche, de l'administration Trump, d'envoyer, encore une fois, une image de force, que ce sont les gens de l'extérieur, de l'international, qui viennent rencontrer M. Trump, et non le contraire, du moins pour l'instant. Donc, est-ce que le président va se rendre au Canada pour une visite? Bien, écoutez, c'est probablement une question de temps avant qu'il le fasse. Mais en même temps, je dirais que c'est pas très surprenant, compte tenu du personnage, qu'il n'y a rien comme tel qui a été annoncé pour l'instant. Et on se quitte là-dessus. Raphaël Jacob, merci beaucoup. Merci. C'est tout, mesdames, messieurs, pour Revue politique ce soir. Demain, soyez avec nous. Je vous propose, entre autres, une entrevue avec Peter Julian, qui est le premier candidat à s'annoncer dans la course à la direction du NPD. Je vous souhaite là-dessus une bonne soirée. Restez avec nous. D'excellentes émissions suivent à CEPAC. Bonsoir.